On vient de closer semaine dernière des financements pour 5 entreprises sur des montants de 20K à 2 millions. Est-ce que je ne suis pas en train de rater l'opportunité de ma vie en ne répondant pas à cette personne? Eh ben, bonne question, hein. Très bonne question, hein. Mais c'est magnifique. Quelqu'un qui veut te donner jusqu'à 2 millions d'euros, mais voilà, elle est pas belle la vie. Non, mais alors ça, on est typiquement dans ce qu'on peut appeler l'arnaque au financement, en fait, où on se dit, mais déjà, on peut être on peut avoir envie de cliquer dans le sens où on se dit, mais on ne me demande pas d'argent, au contraire, quelqu'un veut m'en donner. Et donc derrière, on peut imaginer plusieurs choses. On peut imaginer déjà rentrer en relation, et ça peut être un moyen de siphonner des données personnelles ou voir un carnet d'adresses pour après renvoyer des demandes ailleurs. Première possibilité. Et maintenant aussi, malheureusement, de plus en plus aussi d'investisseurs crypto, qui même s'ils ont de l'expérience et qui sont avisés, c'est ce que Marc disait avant, c'est qu'ils sont tellement forts dans l'ingénierie, dans ce qu'ils font, que les gens se laissent avoir même quand ils sont expérimentés. Parce que les gars arrivent aussi à créer la pression, le stress. Donc les gens font pas attention, sont pas assez prudents, ils sont pris dans ce stress, ils se font avoir avec notamment les arnaques aux faux conseillers d'exchange où ils font pas gaffe. Mais tu as dit quelque Ouais. chose de très intéressant, Elodie, tu as parlé de détresse psychologique. Et ça, il faut avouer que c'est aussi un facteur aggravant. Et on va avoir des personnes qui peuvent être très éduquées, qui peuvent être très au courant des choses, qui vont se retrouver en situation de détresse psychologique parce qu'ils vivent des événements familiaux ou autres. Et là, du coup, ça fait une population à cible, effectivement, à risque beaucoup plus importante. Et également, je dirais en complément de ce qu'a dit Yann, sur les personnes qui sont expérimentées, qui sont habituées de la crypto, chefs d'entreprise, cadre sup, ça, ou même conseillers en gestion de patrimoine, ça, c'est la cible du vendredi soir. Alors pourquoi le vendredi soir ? Ok. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Effet 21. Aujourd'hui, je reçois Yann et Marc de Broker Defense. Yann et Marc, ce sont deux hommes qui se battent au quotidien contre les arnaqueurs, contre les fraudeurs. Ce sont des chasseurs de fraudeurs et ils se battent contre des organisations à l'échelle mondiale avec comme seule arme la blockchain, le droit et l'obstination. Salut Yann, salut Marc, comment ça va? Bonjour. Bonjour Elodie, ça va très bien. Merci de nous avoir invités. Je suis très ravi de vous recevoir aujourd'hui sur mon plateau. Avant de démarrer, si vous deviez résumer Broker Defense, ce serait quoi en une phrase pour quelqu'un qui n'y connaît rien à la finance ni même au crypto? Alors, en une phrase choc, je dirais qu'on aide les victimes de la fraude, de l'escroquerie, du litige commercial. Tu confirmes, Yann? Oui, ça résume bien, oui. Tout de suite, on va rentrer direct dans le vif du sujet. Que justement de votre expérience, quelle est l'histoire qui vous a le plus marqué? Celle qui vous dit, celle qui, quand vous vous la rappelez, vous vous dites, on a bien fait en fait de faire ce métier. Écoute, il y a une histoire qui vraiment, moi, me tient à cœur, et je pense que Yann ne va pas dire le contraire. C'est une histoire qui a commencé en 2014 et qui est en cours encore aujourd'hui. En fait, c'est en ce moment, tu as un procès au tribunal judiciaire de Paris. C'est une affaire dans laquelle il y a eu 16 millions d'euros de volets, tu as des centaines de victimes. Et en fait, ça a commencé, moi, au tout début, j'avais des personnes au téléphone en 2014, je pensais que c'était une petite escroquerie, une petite affaire, et je me souviens, je me revois en train de parler avec une victime en lui disant, vous savez, je pense que ça va être long, à mon avis, il y en a au moins pour 1 an. Et ça, c'était en 2014. Et donc là, on n'a pas lâché l'affaire, on est toujours là. Et en 2026, il y a les plaidoiries au tribunal judiciaire de Paris, donc j'y étais encore cette semaine. Et dans la salle, il y avait justement les prévenus, et il y avait des personnes qui vont très probablement être condamnées pour escroquerie, puisque il y en a certaines qui ont fait ce qu'on appelle une CRPC, c'est-à-dire une reconnaissance de culpabilité, ils vont probablement avoir du bracelet électronique derrière ou de l'emprisonnement. Et voilà, c'est cette histoire, moi, qui me marque parce que on a tenu, on a toujours été là pendant 10 ans. Et c'était quoi comme type d'escroquerie?
Ah oui, c'est vrai. Alors bah, c'était une escroquerie au sous-investissement, quelque chose d'assez, on va dire, d'assez banal maintenant, mais qui à l'époque, en 2014, c'était un petit peu la nouveauté. T'étais sur le début des escroqueries Internet. On avait l'époque du CFD qui fleurissait. Et on avait, bah, c'était l'époque du début du trading en ligne qui se démocratise. Eh ben, il n'y a pas que le trading en ligne qui s'est démocratisé. Il y a les faux courtiers en trading en ligne qui sont aussi démocratisés. Et ben c'est voilà, ça faisait partie des premiers sites. Et bah, c'est ces premiers qui ont commencé à tomber peu à peu. Et voilà où on en est maintenant. Et c'est une affaire dans laquelle bah, j'espère les victimes vont pouvoir récupérer bah, tout ce qu'ils ont perdu. Donc il y a des gens qui ont dû perdre toutes leurs économies ou des gros montants, etc. Malheureusement, effectivement. Parce que en fait, on est toujours plus ou moins dans le même schéma, c'est-à-dire c'est une pelote de laine. Les victimes sont aspirées dans cette escroquerie et bah, les escrocs, faut avoir un petit peu en tête un espèce de parasite qui va se greffer sur la personne, sur le cerveau de la personne et le siphonner jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'argent à retirer et puis après, il laisse tomber. Dans une de tes interviews, tu parlais de une prison mentale Oui, c'est que vrai. l'arnaqueur construit autour de sa victime. Comment ça se manifeste et comment petit à petit ça arrive à, on va dire, grignoter le cerveau de la personne? Alors, ça, c'est quelque chose que, en général, quand on n'a pas été confronté à ce genre de cas, ou qu'on ne l'a pas vécu ou qu'on ne l'a pas vu dans un dossier, on a un petit peu de mal à comprendre et on peut se dire, ouais, mais il faut être naïf pour tomber là-dedans. Mais en fait, non, il faut pas être naïf. Il faut avoir mis le doigt dedans et s'être fait aspirer. C'est-à-dire que tous les signaux d'alerte, en fait, on les voit plus parce que on est comme face à un spectacle de magie. C'est vraiment un spectacle de magie. Quand on voit le magicien qui nous amuse avec ses gestes, il fait disparaître un objet, il fait apparaître un lapin, enfin voilà, ça a l'air joli. Alors c'est sûr qu'après, si on montre le truc, ça a l'air totalement évident. Le lapin, il est planqué dans la manche, il sort de la chaussette, voilà. Mais si on le sait pas, c'est pas du tout évident et on peut vraiment se laisser prendre. Alors quand on va voir un spectacle de magie, on veut se laisser prendre, donc on est un peu complice de cette histoire. Et quand on est dans une escroquerie, c'est exactement les mêmes ressorts. Par contre, on n'est pas du tout complice de la chose. C'est-à-dire qu'au début, on est méfiant. Et toute l'astuce de l'arnaqueur va être de trouver les ressorts psychologiques qui nous font vibrer pour pouvoir passer au travers et avoir accès, bah, avoir la clé du cerveau et pouvoir jouer dedans, donc mettre en place la pièce de théâtre, la scène et tout construire pour manipuler la personne. Alors concrètement, ça va être une phase d'approche qui va être totalement anodine. Il faut que ce soit mais le plus normal possible. Et c'est après que ça commence à déraper. Donc, ça peut commencer par une publicité, par un coup de fil, un démarchage classique. Et ils vont respecter totalement les normes et les us et coutumes qui se passent dans l'investissement normal. Il faut que ce soit exactement pareil, qu'il n'y ait aucune trace de soupçon. Et une fois qu'ils ont ce premier pied dans la porte, ils vont construire une relation de confiance, une relation presque amicale. Et c'est là où ça dérape. Parce que, enfin, franchement, enfin, je sais pas toi, mais on, on va pas boire des bières avec son banquier. On a une relation professionnelle. On n'a pas une relation amicale. Et pourtant, ils vont jouer de ça. Le tutoiement va venir très très vite et bah, ils vont rentrer, questions personnelles, ils vont parler d'eux, ils vont créer du lien en fait, un lien humain. Et c'est ce lien humain qui va être le point d'entrée, la faiblesse pour pouvoir cacher. On est dans une stratégie de masquage, cacher les choses qu'ils veulent cacher tous les drapeaux rouges qu'ils peuvent pas masquer parce que bah, dans une escroquerie, on a beau faire des faux documents, on a beau faire des faux sites internet, il y a quand même un moment où il y a une réalité juridique qui s'impose. C'est quand la société n'existe pas, quand le compte bancaire il n'est pas au bon nom de la bonne société, quand la société a été créée, c'est une structure écran qui a été créée il y a 3 mois et qu'elle n'a pas 25 ans d'existence, ah, ça c'est des réalités juridiques facilement vérifiables, mais ils prennent en main la personne, ils la prennent par la main, ils l'accompagnent pour que la personne n'aille pas vérifier ces éléments qui sont flagrants.
donc ils vont quand même faire un travail en amont de sélection entre guillemets des victimes. Donc est-ce que les profils des victimes que vous avez l'habitude de voir rentrer chez vous sont des profils particuliers? Est-ce qu'on va dire ces arnaques elles touchent tout le monde? Est-ce que c'est des personnes on va dire qui sont plutôt naïves, en situation déjà de détresse psychologique? Quel est le profil de victime que vous voyez arriver chez Broker Defense? Bon, bah, il y a un peu de tout hein, dans ce qu'on voit. Effectivement, souvent, ce sont des gens qui sont plus... Enfin, c'est vrai que le point commun, finalement, ça reste surtout le manque d'éducation financière. Parce que les gens pensent que des placements sécuritaires avec des super rendements, c'est possible. Et des fois, avec des rendements quand même assez fous. Mais c'est vrai qu'après, dans les profils, ça peut être des jeunes, des plus âgés. Alors c'est vrai qu'on a souvent des seniors parce que c'est eux qui ont le plus d'argent, qui ont le plus de temps aussi hein, pour se faire démarcher comme ça. Et donc beaucoup de seniors, mais aussi des plus jeunes et un peu toutes les CSP. Hein. Ça peut être aussi, ça nous est déjà arrivé d'avoir des gens avec des sacrés, enfin des belles situations, des cas dessus, des chefs d'entreprise qui se font quand même avoir. Donc il y a vraiment tous les profils, un peu tous les âges, mais principalement du senior. Et maintenant aussi, malheureusement, de plus en plus aussi d'investisseurs crypto, qui même s'ils ont de l'expérience et qui sont avisés, c'est ce que Marc disait avant, c'est qu'ils sont tellement forts dans l'ingénierie, dans ce qu'ils font, que les gens se laissent avoir même quand ils sont expérimentés. Parce que les gars arrivent aussi à créer la pression, le stress. Donc les gens font pas attention, sont pas assez prudents, ils sont pris dans ce stress et se font avoir avec notamment les arnaques aux faux conseillers d'exchange où ils font pas gaffe. Mais assez rapidement, une fois qu'ils ont raccroché, ils comprennent ce qui s'est passé, ils redéroulent assez vite. Hein. Mais tu as dit quelque chose de très intéressant, Elodie, tu as parlé de détresse psychologique. Et ça, faut avouer que c'est aussi un facteur aggravant. Et on va avoir des personnes qui peuvent être très éduquées, qui peuvent être très au courant des choses, qui vont se retrouver en situation de détresse psychologique parce qu'ils vivent des événements familiaux ou autres. Et là, du coup, ça fait une population à cible, effectivement, à risque, beaucoup plus importante. Et également, je dirais en complément de ce qu'a dit Yann, sur les personnes qui sont expérimentées, qui sont habituées de la crypto, chefs d'entreprise, cadre sup, ça, ou même conseiller en gestion de patrimoine, ça, c'est la cible du vendredi soir. Alors pourquoi le vendredi soir? Okay. Parce que vendredi soir, 18h-19h, on a fini la semaine, on est claqué, on a encore tous les problèmes de la semaine dans la tête, on fait pas attention, on a envie d'être en week-end, on veut se détendre. Là, on reçoit l'offre, on reçoit le truc, on regarde en vitesse, on sait qu'il faut vérifier, on sait qu'il faut regarder, on sait qu'il faut pas cliquer, mais non, ça clique quand même. Et là, ça y est, c'est trop tard. Et là, le schéma se déroule. Donc ça, ces populations éduquées, il y a un profil de ciblage qui va être un peu différent du retraité, par exemple, qui lui, il a le temps, qui va se faire contacter un mardi matin à 10h. Ouais, donc effectivement, en gros, faut pas baisser sa garde parce que même si on va dire on est un professionnel de la DeFi, on connaît tous ces mécanismes-là, on a l'habitude, on va dire, de faire des transactions sur des wallets, on peut aussi se faire avoir parce qu'ils vont guetter le moindre moment de faiblesse jusqu'à aller cibler des jours en particulier le vendredi soir. J'avais pas forcément ça en tête, mais effectivement. Exactement. Les victimes du DeFi, c'est la victime du vendredi soir. Enfin, je caricature, mais c'est clair. Et du coup, vous, dans votre quotidien, comment vous gérez cet aspect psychologique? Parce que, bon, je sais pas, vous êtes des techniciens, donc il y a une dimension une dimension psychologique assez forte en fait dans ce sujet. Comment vous gérez ça au quotidien? Parce que j'imagine, des gens arrivent avec beaucoup de sentiments. Soit ils sont énervés, soit ils ont honte parce que c'est l'argent de la famille en fait on a mis en jeu. Comment vous gérez cet aspect-là au quotidien? Yann, tu veux répondre ou tu veux que je commence? Vas-y. Ok. Donc, écoute, cet aspect, déjà, ça passe par de l'écoute. Et déjà, rien que ça, c'est énorme. Parce qu'en fait, une victime qui va avoir honte, qui sait pas trop comment aborder la chose, parce qu'une fois que la victime a compris ce qui s'est passé, c'est comme voir un tour de magie à l'envers. C'est comme avoir découvert le truc.
et se dire, mais comment j'ai pu me faire avoir avec un truc aussi simple, aussi évident, le stylo était dans la poche, là, et déjà, comme nous, on a l'habitude, malheureusement, on a ça tous les jours au téléphone, bah déjà, on va pouvoir les écouter sans les juger et avoir des questions qui sont réellement pertinentes sur le sujet. Donc en fait, ils vont avoir le sentiment déjà d'avoir quelqu'un qui les comprend, qui va pas avoir un jugement de valeur humain sur ce qu'ils ont vécu, et qui va tout de suite aller à l'essentiel en déblayant, en défrichant les éléments de scénario, des éléments réellement pertinents de ce qui leur est arrivé. Parce que c'est ça aussi le problème pour la plupart des victimes, c'est qu'ils vont se mettre à régurgiter tout le discours auquel ils ont été confrontés, bah, ne sachant pas vraiment faire le tri en fait du bon grain de livret. Ils vont se dire, bon, alors il m'a parlé de ça, il m'a dit telle société à Londres, il m'a parlé de tel trader, tel flux, tel contrat, bah, je raconte tout, mais en fait, nous, on fait le tri, on dit, non, mais le trader, il y a pas d'adresse à Londres, il n'y a pas de société, il y a pas de contrat, ça n'a pas de valeur, le virement, vous l'avez fait où, comment, on va être assez précis, et de se sentir pris en main de cette manière-là et guidé par nos questions, bah ça a un effet extrêmement rassurant. Et souvent, on a des personnes qui nous disent, mais en fait, j'ai pu parler avec vous de ce qui m'est arrivé, alors que même avec ma famille ou avec mes proches, je ne peux pas en parler. Et en fait, la possibilité déjà de pouvoir libérer cette parole, bah, c'est déjà un premier soulagement, psychologiquement. Et après, le deuxième soulagement qu'on peut avoir, ben, on peut avoir des personnes qui veulent absolument faire quelque chose, absolument faire une action, même si parfois on leur dit, ouais, vous savez, là, dans votre cas en particulier, ça va être compliqué. Mais ils veulent le faire parce que pour se libérer et pour se dire, bah, au moins je l'ai fait, je l'ai tenté, j'ai lancé ma bouteille à la mer, j'ai fait ce qu'il fallait que je fasse. Après, bon, je sais très bien que, bah, compte tenu de mon cas qui est très, très difficile, malheureusement, il ne se passera probablement rien, mais au moins je l'ai tenté. Et en fait, nous, toute notre philosophie, la philosophie de notre société, c'est de pouvoir proposer une défense à tout le monde au coût le plus faible possible. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément changer les chances de victoire, on va pas changer le système judiciaire aujourd'hui, on va pas changer l'efficacité de la police, la justice, la coopération internationale, tout ça. Par contre, on va faire que des personnes qui, pour des raisons financières, pouvaient être exclues d'une défense, ben, vont pouvoir quand même réussir à faire quelque chose, à s'engager dans un process, voilà, à minima. Yann, tu veux rajouter quelque chose? Non, bah effectivement, c'est vrai que c'est ce que disait Marc, hein, c'est que déjà on passe du temps avec eux. La première approche qui est de comprendre ce qui s'est passé, effectivement de leur expliquer que tout ce qui s'est passé, bah c'est du fake, hein. C'est effectivement les personnes n'ont pas existé, ce sont des fausses identités, tout est faux. Donc après tout le monde veut pas toujours enfin n'arrive pas toujours à le comprendre. Donc c'est vrai qu'il y a aussi des gens qui limite nous raccrochent au nez et parce qu'ils ils veulent pas y croire, hein. C'est un peu les phases de deuil, hein, finalement. Il y a le déni et t'as les phases de deuil, et donc c'est un peu l'électrochoc quand on leur explique, ou souvent même ils finissent même pas de nous raconter l'histoire. On va anticiper en leur disant, ah oui, mais après ça il y a eu ça ça ça, et c'est un peu, mais comment vous le savez? Bah parce que c'est le schéma classique, effectivement, où d'abord, il y a un peu la collecte, ils récupèrent les fonds, éventuellement ils restituent un peu d'argent pour faire croire que le placement fonctionne. Après, quand les gens veulent retirer, il y a la deuxième étape qui va être, faut payer un impôt, une taxe, un validateur blockchain, un abonnement, une licence de trading. Enfin, il y a plein de stratagèmes qu'ils arrivent à inventer, et enfin voilà. Et après il y a éventuellement la troisième étape qui là va être le faux récupérateur de fonds, le faux avocat, quelqu'un qui va appeler et dire, tiens, j'ai appris que comme par hasard vous avez de l'argent qui est bloqué, vous avez un wallet, oui, alors le wallet à votre nom, le wallet crypto à votre nom qui traîne, qu'on va vous aider à récupérer. Donc voilà, il y a tout ça à expliquer, et c'est pas toujours facile parce qu'effectivement, surtout quand t'as des gens en face qui n'ont jamais fait de crypto et qui ne savent pas ce que c'est, dont les escrocs ont pris la main à distance pour faire toutes les opérations, donc leur expliquer que, enfin voilà, qu'il n'y a pas un wallet à leur nom qui traîne quelque part. Enfin voilà, c'est assez compliqué. Enfin voilà, donc pas mal de temps et de pédagogie. Mais je veux réagir sur un élément que tu as cité, c'est le faux récupérateur. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un se fait avoir
et il vient se faire avoir une deuxième fois par-dessus. Ça doit être tellement terrible, ça doit être terrible psychologiquement, c'est un désastre pour les personnes. Alors, Mm. non Ah seulement. oui, oui, bah, c'est sûr que quand nous, après, on vient et qu'on leur dit que nous, on n'est pas des escrocs et qu'on va réellement les aider, c'est là qu'ils deviennent méfiants et que ça devient compliqué. Parce qu'effectivement, et puis quand on a des gens au téléphone, ils le disent eux-mêmes, hein, ils ont reconnu la voix de la personne, hein, c'est à chaque fois la même, qui change de nom, mais au final, c'est le même escroc derrière, hein, c'est juste qu'ils ont leur, un peu, je sais pas si on peut dire gestion de projet, quoi, mais au Ouais, final, t'as c'est les un étapes, et workflow. donc, Il y a le bah, workflow. c'est ça, ils ont leur workflow, et une fois qu'ils sentent que la personne ne mettra plus rien, ils passent justement à cette seconde étape pour vraiment mettre la pression au cas où la personne aurait encore un peu d'argent pour récupérer un petit peu. Et après, effectivement, il y a éventuellement la fausse récupération. Mais du coup, il y en a qui doivent se faire passer pour vous aussi, j'imagine. Alors, ça nous est encore arrivé la semaine dernière. Donc, effectivement. Alors, disons que se faire passer pour nous, c'est quand même un peu compliqué. Bah, dans le sens où nous, on est sur des processus qui sont assez longs, donc en général, les gens nous rappellent, et rapidement, les personnes nous appellent nous, et là, on comprend qu'ils n'étaient pas en contact avec nous, puisqu'on découvre l'identité de la personne à ce moment-là. Et puis surtout, nos tarifs sont affichés sur notre site internet. C'est pas des tarifs avec lesquels les escrocs vont devenir richissimes. Donc un escroc va demander 30, 40, 50%, des dizaines de milliers d'euros de frais, alors que nous, on est plutôt dans l'ordre de la centaine ou du millier d'euros. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes gammes tarifaires, et donc en fait nous usurper, et ça a certaines limites quand même assez rapides, hein. Ouais, Et surtout, on n'est pas sur les mêmes délais, parce que généralement, ces escrocs promettent donc effectivement 20, 30, 40% de la somme à récupérer, mais qui vont les récupérer dans les 24 heures. Et c'est pas comme ça que ouais, c'est ça ça. marche. Ouais. Dans la réalité, c'est pas voilà, c'est pas la vitesse de la justice, hein. Ouais, c'est pas aussi rapide. Ou même d'une négociation, en précontentieux. Ça va pas aussi vite, malheureusement. Et du coup, justement, ça m'emmène sur ma prochaine question, c'est que concrètement, si quelqu'un se fait arnaquer, on va prendre le cas des cryptos, comment vous tracez les crypto-monnaies? D'ailleurs, est-ce que ça passe plutôt par tracer les cryptos, parce que j'imagine si elles passent par des mixeurs, on va dire c'est quasiment foutu, ou alors plutôt représenter les victimes auprès de certaines plateformes d'échange et tout ça. Quel est votre processus en fait pour aider les victimes à avoir gain de cause? Alors, dans le cadre d'un litige ou d'une escroquerie qui implique de la crypto, le premier point, c'est déjà de faire l'inventaire de ce qu'a fait la personne. Qu'est-ce qui a été envoyé et où. Donc ça, c'est le cadre classique de notre préparation de dossier. Ensuite, on va faire une étape d'analyse on-chain pour aller voir comment cet argent a été transféré par les escrocs. Donc le traçage crypto, sur le principe, c'est extrêmement simple. On regarde les entrées-sorties des wallets, on va essayer de reconstituer les flux pour suivre l'argent de la victime, idéalement jusqu'à un point de sortie. Alors concrètement, on voit dans la plupart des cas d'escroquerie ou faux investissement, dans un délai de quelques jours à quelques semaines, en général, l'argent ressort sur un échange. Euh, on, on voit l'utilisation de plus en plus courante ces derniers temps, ces derniers mois, de bridge. L'usage de mixeur, bon, il y a mixeur et mixeur. Disons qu'il y a certaines opérations qui s'apparentent à du mixage dans lesquelles on arrive à passer au travers. Il y a effectivement d'autres opérations avec d'autres outils techniques qui font que on se heurte à une impossibilité technique. Disons que jusqu'à présent, la plupart des cas, on va se retrouver vers des sorties sur des échanges, et notamment des sociétés d'échange qui sont de premier plan. Donc pour moi, ma supposition, c'est que en fait, l'escroc et le réseau d'escroquerie va être confronté lui-même à pas un paradoxe, mais à un arbitrage à faire. Est-ce qu'il va aller vers des sociétés d'échange ou des mixeurs ou des sociétés extrêmement opaques, aller vraiment dans du dark complet, mais il là va être confronté à la double difficulté, déjà qu'il va pas forcément avoir la liquidité qu'il souhaite immédiatement, et aussi une fois qu'il a envoyé les fonds vers quelque chose d'extrêmement dark, c'est comment il le réutilise lui dans sa vie quotidienne. Donc il faut aussi à un moment réussir à faire le chemin inverse. Alors que sur une société d'échange, on va dire grand public,
Là, la liquidité, il n'a pas ce problème. L'utilisation au quotidien, il n'y a pas de problème puisque l'échange fournit la liquidité. Par contre, il a un autre problème qui va être d'assurer sa sécurisation, de ne pas se faire avoir et de pouvoir récupérer les fonds qu'il fait transiter. Donc on est sur deux stratégies qui sont différentes et aujourd'hui, en tout cas, on voit qu'ils ont tendance plutôt à privilégier la première stratégie qui est de ne pas s'embêter avec des solutions extrêmement opaques et dark, mais d'aller vers des échanges en mettant en place des stratégies de récupération. Donc c'est plutôt ce qu'on voit. Maintenant, c'est une course. Donc ça change, ça évolue tout le temps. Et d'ailleurs, on voit aussi les échanges qui sont utilisés. On voit que certains ont été massivement utilisés pour blanchir de l'argent d'escroquerie. Toute évidence, il s'est passé quelque chose dans la gouvernance de l'échange parce que d'un seul coup, on voit qu'il n'y a plus d'argent d'escroquerie qui passe dessus derrière. Donc à un moment, ils ont mis en place les mesures qui vont bien pour nettoyer ça et puis ça s'est arrêté chez eux et c'est passé chez un autre. Et en fait, c'est une course, c'est-à-dire que si demain on a tous les échanges qui vont faire ça, les escrocs vont trouver autre chose à faire. C'est-à-dire qu'ils vont aujourd'hui, c'est les échanges parce que c'est facile pour eux, enfin relativement facile, et c'est l'endroit qui est le plus simple à appréhender, à mettre en process. Si ça devient compliqué, ils vont aller ailleurs. Mais du coup, moi, j'étais en train de me dire, donc ça veut dire que les escrocs, ils vont faire des KYC en fait sur ces plateformes d'échange du coup. Exactement, exactement, exactement. Alors, KYC, parce que en fait, oui, ils sont obligés d'en faire, ça c'est évident. Mais après, un KYC va être fait, c'est pas forcément l'escroc qui va le faire. Donc là, ils vont essayer parfois d'utiliser des techniques un peu différentes. Donc ils peuvent utiliser des mules, ils peuvent utiliser des personnes, des victimes, donc qui vont devenir complices et qui vont utiliser leur identité réelle et leur compte bancaire parfois personnel pour faire cette opération de blanchiment, s'exposer juridiquement, mais en toute ignorance en fait, juste manipulé par l'escroc, ou alors dans des cas alors qui étaient parfois un peu plus anciens, ou dans des escroqueries de plus bas niveau, où c'est vraiment l'escroc qui se dit bon de toute façon je fais mon KYC, personne n'ira me chercher. Voilà. Mais c'est vrai que c'est ce qu'on voyait plus facilement sur le bancaire. La crypto, ça fait 5-6 ans qu'elle apparaît dans les arnaques avec un boom depuis 2-3 ans. Mais voilà, la société est de 2014, donc avant ça c'était de la carte bancaire, ce qui est un peu lié à la procédure enfin le procès dont Marc parlait, là c'est de la carte bancaire. Après ils sont passés sur le virement, et c'est vrai qu'avec le virement, c'est ce qu'on voyait, c'est que à un moment ils utilisaient beaucoup de sociétés, ils passaient beaucoup par des sociétés dans des paradis fiscaux, sur des îles. Il y avait quoi? Il y avait Saint-Vincent, les Grenadines, les Seychelles, etc. À un moment, les pays de l'Est aussi. Donc, on voyait clairement que c'était des sociétés. Et en creusant derrière, on voyait que c'était des mules. Effectivement, le gérant, c'est des gens qui étaient payés, enfin, peut-être quelques centaines, quelques milliers d'euros, mais qui étaient vraiment des gérants de paille et qui savaient pas du tout ce qui se passait. Est-ce que c'est pareil avec, effectivement, comme Marc enfin, le sous-entendait, est-ce qu'il y a pareil avec la crypto où ce sont des mules? Et effectivement, on le voyait aussi, c'est que des fois, c'est quand je disais tout à l'heure que dans la première phase, ils font croire que le placement fonctionne, donc ils reversent un peu d'argent pour faire croire que les gens touchent un dividende, un loyer, des intérêts, etc. Et quand c'était du virement, on voyait clairement que c'était d'autres victimes qui envoient de l'argent des personnes physiques à d'autres personnes physiques. Donc c'est entre victimes. Ce qui en plus là est vicieux parce que potentiellement la personne qui reçoit des fonds d'une autre victime devient elle-même entre guillemets escroc. Donc il peut potentiellement y avoir des situations assez dingues aussi parce que une victime devient complice de blanchiment en tout cas. donc voilà. Et ça, on l'a déjà vu, où des gens la police leur tombe dessus alors qu'ils ont perdu beaucoup plus que le petit quelque chose qu'ils ont récupéré. Mais mais eux sont identifiables malheureusement. Oui, parce que justement, ils ont été utilisés en fait finalement à leur insu. Ouais. Tout à fait, ouais. Et est-ce que l'intelligence artificielle complexifie votre travail? Parce que j'imagine que les KYC, les gens peuvent aussi utiliser de l'intelligence artificielle pour faire des faux KYC avec des outils tels que Claude.
on peut créer des sites internet, mais très facilement et visuellement très beaux, avec zéro faute dedans. Donc, est-ce que l'IA, en tout cas son essor actuel, complexifie votre travail? Ouais, oui. Alors, complexité, déjà, elle facilite pour les escrocs, parce que c'est exactement ce que tu dis, c'est que nous, on a vraiment vu la bascule sur la qualité des sites. Moi, je donne toujours un exemple, à l'époque, tu avais un site, enfin, t'avais l'icône maison qui apparaissait, parce qu'en fait, c'était une traduction littérale de home, au lieu d'être accueil, ils te le mettaient en maison. Enfin, c'était vraiment en gros, du Google Translate basique. Donc, les sites étaient très mal faits, il y avait des fautes de syntaxe, des mauvaises traductions. C'était très mal fait. Là maintenant, les sites sont super bien faits et pareil pour les courriers aussi, puisque souvent ils envoient des courriers où ils usurpent la SEC, la Fed, la MF, la BCE, enfin voilà, tous les organismes possibles et imaginables, citant des décrets, des lois, enfin, etc. Et avant, c'était vraiment pareil, c'était grossier. Les, les logos étaient, tu voyais qu'ils bavaient, ils étaient mal, c'était crade. Les textes, pareil, c'était des fautes de syntaxe, très mal faits. Ben, maintenant, c'est super bien fait. Donc, Et également, alors effectivement, on entend parler par l'usage de deepfake pour passer au travers des KYC. Souvent, les KYC utilisent des technologies également qui évoluent. Donc, l'IA complexifie, mais l'IA est également notre meilleur outil pour lutter contre les escroqueries. C'est-à-dire que maintenant, sur les KYC, les process KYC, ils vont utiliser des techniques IA pour regarder, pour vérifier si c'est bien la personne, donc pour faire des détections supplémentaires. Mais nous aussi, on va utiliser l'IA. On va utiliser l'IA pour faire plus d'analyse, plus de réduire la durée technique d'analyse de nos dossiers pour pouvoir les produire plus rapidement et réduire la durée de la chaîne technique pour pouvoir avancer plus vite sur le process et la défense des victimes. Parce que j'imagine l'intelligence artificielle peut aider à traiter un gros volume de données, notamment faciliter l'analyse on-chain du coup. Exactement, exactement. On commence d'ailleurs justement à utiliser des outils un peu plus poussés d'analyse on-chain, effectivement. Et du coup, quelle est votre plus grande victoire? Le cas où vous avez dit, yes, on les a eus. Alors, je dirais que moi, ma plus grande victoire, alors c'est pas forcément la plus grande économiquement parlant, mais c'est celle qui m'a apporté le plus de satisfaction. C'est une affaire sur laquelle on a été médiatisé avec France 2 sur Envoyé spécial. Et en fait, on a, ils nous ont suivis pendant plusieurs mois et on a commencé l'affaire. Ils étaient intéressés par le sujet, mais sans trop savoir où on allait. Donc on avait des éléments, et ben on a avancé, et peu à peu, on a commencé à trouver des choses, on a commencé à trouver quelqu'un qui avait travaillé dans le réseau, on a eu des informations, après on a été sur place dans leur bureau, c'était à Chypre à l'époque, et puis à la fin, on a réussi à dévoiler, à comprendre toute la structure qui a été exposée, et ça a permis de récupérer de l'argent pour les victimes qu'on représentait à l'époque. Donc environ, ils ont touché à peu près 30% de ce qu'ils avaient perdu, hein, plus ou moins selon les personnes. Parfois c'était un petit peu moins. Mais ce qui, compte tenu de la situation et de l'époque, c'était déjà bien, c'était inespéré, parce que c'était une récupération qui s'est faite de manière négociée, et qui évitait justement une procédure longue au tribunal. Donc en fait, c'était pas forcément les montants qu'ils auraient espéré obtenir, mais c'était pas les 10 ans de procédure comme on l'a dans le premier dossier dont je parlais tout à l'heure. Et du coup, ça me fait penser à une autre question. Comment, sans forcément ouvrir tout le capot de Broker Defense, parce que j'imagine aussi, il y a des choses qui doivent rester classifiées pour vous aider à être plus efficace. Comment vous opérez sur les réseaux qui sont à l'international et qui sont vraiment très maillés au final? Alors ça, c'est une bonne question. En fait, déjà, on est quasiment que sur du réseau international. C'est quasiment la base de notre activité. Et en fait, oui, effectivement, ils sont maillés, mais nous, notre force, c'est qu'on va regrouper des dossiers. On va faire un regroupement
plutôt de manière horizontale, c'est-à-dire qu'on va pas avoir la force publique pour pouvoir aller interroger les gens, les faire parler. On peut pas faire ce type de recueil d'informations. Mais par contre, on va pouvoir comparer de dossier à dossier. On va pouvoir trouver des similitudes et se dire, mais là, ça doit être le même réseau que celui-ci. On va pouvoir faire des cartographies, des rapprochements, et pour pouvoir, parfois, donner la masse critique nécessaire à un dossier qui permet de passer le seuil d'une procédure. Et justement, en parlant de la force publique, comment vous collaborez avec eux? Est-ce que vous faites aussi un peu de prévention, un peu de formation auprès des gendarmes et tout ça? Et sur un dossier, comment vous travaillez en association avec la force publique? Alors en fait, ce qui va se passer, c'est que nous, on va préparer les dossiers qui sont adressés aux avocats, qui après vont faire le travail qu'il y a derrière. Donc soit ça va être le client qui directement va s'adresser au procureur pour sa partie plainte, soit c'est l'avocat qui va aller faire ce travail derrière. Et donc, ce qui va se passer à ce stade-là, c'est qu'on est recontacté assez fréquemment par les services de police pour nous demander des informations complémentaires ou parce qu'ils souhaitent, ils s'intéressent à telle ou telle affaire. Et donc là, nous, on va aller faire un topo, une synthèse complète de tout ce qu'on a et on va aller leur fournir. Donc c'est souvent à ce moment-là que ça permet de nourrir la procédure et d'avoir peut-être des petits éléments qui pouvaient leur manquer ou de leur faire gagner du temps sur telle et telle chose. En fait, nous, notre rapport principal, c'est par exemple si on sait qu'on va avoir qu'il y a des plaintes qui sont instruites à tel endroit ou tel autre endroit, on va pouvoir donner cette information et ils vont pouvoir faire un rapprochement entre les différentes procédures et parfois les fusionner. Ok. Donc ça leur permet de croiser avec leurs propres données et puis donner un peu plus de poids au dossier et les faire avancer aussi dans leur investigation. Est-ce que c'est Exactement. déjà arrivé une fois que vous alliez leur donner des informations et qu'ils vous disent bah ça tombe bien, on était justement en train de constituer un dossier en fait sur tel ou tel réseau qu'on avait dans le viseur depuis des années. Alors, pas tellement dans ce sens-là, mais c'était plutôt un dossier où ils étaient un petit peu en manque, où on est sur le point d'avoir le classement sans suite et on donne suffisamment d'éléments pour que ça reparte ou que ce soit transféré à un autre service ou ailleurs. Ça c'est effectivement donc j'imagine que maintenant vous êtes enfin ils vous connaissent donc est-ce que du coup des fois ils vous appellent en vous disant attention là il y a quelqu'un qui a porté plainte donc on a besoin de vous. Alors, non, parce qu'en fait, la communication en général est toujours à sens unique. C'est-à-dire que nous, on fournit des éléments, mais c'est jamais la force publique qui va fournir des éléments à une société privée. C'est pas dans l'ordre des choses, ce genre de choses. Mais après, effectivement, on va avoir avec quelques enquêteurs ou policiers gendarmes qu'on connaît bien, on va avoir des relations plus que cordiales et voilà, on peut avoir des discussions plutôt amicales, mais toujours quand il y a de la transmission d'informations, ça va être toujours dans le même sens. Oui, ok. Parce que bon, effectivement pour les secrets Après, ils peuvent de pas. l'enquête. Ils peuvent pas C'est forcément. ça, c'est clair. Et bah on a parlé de la plus grande victoire et la plus grande Alors, frustration. le problème, c'est que les plus grandes frustrations, je dirais que là, pour le coup, il y en a plusieurs. Je dirais que j'ai toujours une grande frustration quand je vois un classement sans suite dans une affaire où je me dis, mais pourtant, il y a du potentiel. Là, je sens qu'il y a quelque chose et c'est dommage que ça s'arrête comme ça, que ça aille pas plus loin. C'est et ça malheureusement, c'est des frustrations qui peuvent revenir de temps en temps parce que voilà, c'est assez fréquent malheureusement d'avoir des classements sans suite sur des affaires d'escroquerie. Mais qu'est-ce qui fait que c'est classé sans suite? C'est parce que la police se dit, mais enfin, soit les montants sont pas trop importants, ou alors ils se disent là, c'est trop tard, ou même c'est peut-être vous aussi en analysant le dossier, vous vous rendez compte que là on peut plus, c'est trop Alors, tard quoi pour. effectivement, tu as raison. En fait, c'est un mélange de trois facteurs principaux. Déjà le temps. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on tombe sur quelque chose qui est très vieux, du coup, au bout d'un moment, c'est compliqué. Toutes les traces sont effacées, en fait. Le deuxième point, ça va être les stratégies d'atomisation que mettent en place les escrocs. C'est-à-dire qu'ils vont faire exprès. On voit bien que dans certaines escroqueries, ils vont voler de l'argent, mais ils vont se limiter et pas aller trop loin.
Et en fait, le but, c'est de rester sous le seuil critique, rester sous les radars en se disant, bah, derrière, il se passera jamais rien parce qu'ils vont pas enquêter, parce qu'il n'y a pas le bon montant. C'est-à-dire que, par exemple, je donne un cas concret. Imaginons, quelqu'un qui enquête sur un réseau de trafic de drogue, il va voir tout de suite le procureur en disant, bah, potentiellement, il y a tant de kilos de drogue, ça représente tant de millions d'euros. Le procureur, tout de suite, il est motivé pour y aller. Par contre, quand il y a un enquêteur qui vient en disant, bah, moi, j'ai un dossier dans lequel il y a 5 000 euros qui ont été volés. Bah, du coup, c'est pas la même chose. Mais le problème, c'est pas qu'il y a 5 000 euros, c'est qu'il y a potentiellement 30 000 personnes à qui on a volé 5 000 euros, et ça fait parfois beaucoup plus en millions d'euros que l'affaire de drogue, qui de toute façon, c'est un tarif simulé, hein, parce que le prix du gramme, ça dépend de l'offre et de la demande, et c'est jamais 200 millions d'euros en réel de drogue, c'est pas de l'argent. Alors que Ouais. l'argent de l'escroquerie, c'est de l'argent réel qui est parti du compte des victimes. Donc en fait, c'est ces stratégies d'atomisation qui font que bah, c'est plus difficile d'obtenir l'attention de la justice parce que il faut faire ce premier travail de regroupement pour montrer bah, on n'est pas sur 3 affaires avec 5 000 euros de chaque côté, mais on est sur plusieurs millions. L'affaire là qui est au tribunal du coup j'en parle tout le temps parce que c'est vraiment notre affaire emblématique. Cette affaire c'est 16 millions, mais les 16 millions, je l'ai appris que quelques années plus tard. Oui. Ça a pris un certain temps avant de comprendre que c'était Mm. 16 millions, et c'est passé par un travail de compilation des forces de l'ordre sur pas les listings des victimes, mais ce qu'ils ont découvert auprès des prévenus. Parce que j'imagine ça peut être même complexe de savoir a priori de quel montant on parle, parce qu'il faut déjà être capable de relier les affaires entre elles. Parce que les escrocs, bah, ils vont changer, ils vont être protéiformes, ils vont changer de mode d'acquisition, on va dire, des victimes et tout ça, de mode opératoire. Donc, ça peut être compliqué de savoir que, en réalité, cette petite arnaque de 5 000 euros, elle cache plusieurs autres si on tire la laine. Tout à fait, parce qu'il y a une généalogie dans les arnaques, il y a une hiérarchie, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser un site frauduleux, et au bout de quelques semaines, quelques mois, bah, la réputation du site, forcément, elle s'effondre, hein. On va aller voir les notes Trustpilot et autres, bah, c'est flagrant. Au bout d'un moment, ils ont beau mettre en place des stratégies pour faire des faux avis, il y a un moment, le tsunami de victimes qui emporte tout. Et donc là, quand le site est cramé en tant que marque, ils vont en créer un nouveau. Alors souvent, ils en ont plusieurs en stock, hein, et ils les font rouler, hein, ils ont calculé leur durée de vie. Donc ils vont passer de l'un à l'autre, mais en fait, c'est la même équipe derrière. Et également, on va avoir des systèmes, par exemple, de marque blanche, où ils vont proposer tout un système d'escroquerie clé en main, et du coup, on va se dire, mais là, ça a l'air d'être pareil, c'est exactement la même structure, la même chose. Oui, mais non, c'est pas la même équipe, parce que ils ont repris les mêmes éléments techniques, mais c'est pas la même team, en fait. Et puis ce qu'il faut voir aussi, c'est que pour une personne qui nous contacte ou qui va aller porter plainte, combien ne le font pas? Donc c'est pour ça qu'après les chiffres, quels sont les chiffres? Parce que de temps en temps, on voit passer certaines institutions qui sortent des chiffres, mais non, ça se base sur les gens qui ont porté plainte, qui se sont manifestés, et va savoir combien ne l'ont pas fait. Donc quels sont les vrais chiffres qui doivent être, enfin qui sont encore plus monstrueux que déjà ceux qui sont dingues et qu'on lit. C'est ça, parce que pour revenir au point qu'on évoquait au début, il y a un côté psychologique qui est très fort, donc la honte, la colère et tout ça qui font que bah, les gens Ah oui, bah finalement il y a la honte ils joue passent pas. beaucoup. Et effectivement, ça arrive régulièrement qu'on ait des gens qui nous disent j'en ai pas parlé à ma femme, j'en ai pas, enfin, ils en ont parlé à personne, et qui souvent aussi ont emprunté de l'argent à la famille ou aux amis. Souvent, bah justement, débloquer les fonds, ils se disent que s'ils payent, ils vont récupérer leurs fonds. Donc là, ils ont déjà plus rien, ils vont aller emprunter à de la famille, à des amis. Donc quand tu rajoutes ça en plus, déjà enfin, le sentiment de honte là, il est énorme. Et enfin, donc oui, psychologiquement, il y en a qui, enfin voilà, c'est pas évident. Ouais. Et bah là, donc Broker Defense ça existe depuis 2014. Vous avez vu pas mal de dossiers passer. Est-ce que, selon vous, dans la régulation, la réglementation, ou même la justice, enfin le système judiciaire, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait ou devrait être fait pour réduire un peu ces arnaques?
Alors, Un ça, truc qui manque. ouais, alors, je dirais que le premier C'est là qu'on va se faire des amis, hein, c'est ça? alors, justement, Bon, les énervez pas trop. non, non, Ouais, mais justement, peut-être pas. Peut-être pas, au contraire. Non, mais le premier point que je pense qui serait vraiment important, c'est de pouvoir réduire la durée d'instruction des affaires. C'est-à-dire que là, par exemple, le cas qu'on se retrouve à passer sur la partie pénale aux plaidoiries de première instance 10 ans après les faits, 10-12 ans après les faits dans certains cas, bah, c'est quand même extrêmement long. C'est même si on était à 5 ans, je pense que ce serait déjà un énorme progrès pour les victimes. Et pourtant, on n'est pas dans, on va dire, dans la justice immédiate, hein. Le souhait de la vie des victimes n'est pas forcément d'avoir le jugement dans les 15 jours par rapport à leur affaire. D'avoir ces délais qui peuvent être extrêmement lents, extrêmement longs, ou quand on va avoir par exemple une victime qui va recevoir sa première date d'audience, par exemple de mise en état dans les procédures civiles, où la date d'audience elle est à 18 ou 24 mois, c'est voilà, c'est du temps qu'on peut se dire qui est un peu perdu, parce que ce temps il se passe pas grand chose pour la victime, et ça c'est, plus on allonge le temps et le délai judiciaire, bah, plus on ouvre la fenêtre de tir pour les escrocs en fait. Et parce que finalement la justice, la police au bout de moment finit toujours plus ou moins, tout finit par se savoir. Mais en fait, l'escroquerie va perdurer dans cette fenêtre de tir entre la réaction judiciaire et policière et entre le moment où il se passe pas grand-chose. Donc déjà, ça c'est le premier point. Et après, il y a aussi un point dont tu as commencé à parler en disant un mot extrêmement important qui va être la régulation. Et pour moi, donc là, rassure-toi, je vais pas nous faire Yann, je vais pas nous faire des amis entre guillemets. Pour moi, c'est pas vraiment un problème de régulation. C'est-à-dire qu'en fait, à la base, dans l'escroquerie, on est déjà dans un monde qui n'est pas régulé, qui se met déjà hors la loi, qui se met hors régulation. Donc, plus on change, on durcit la régulation, ben, en soi, ça n'a pas vraiment de prise sur l'escroquerie, puisque déjà, elle est hors de ce champ-là. Et pour moi, la solution là-dessus, c'est pas vraiment plus de régulation, une régulation différente, ça va être peut-être plus de responsabilisation des acteurs qui du coup on va les rendre acteurs justement dans le mode de la prévention et dans les actions à mener. Et cette responsabilisation, bah, ça passe également par des décisions de justice qui vont expliquer bah, quel doit être le rôle précisément de tel ou tel acteur, de tel ou tel opérateur par rapport à ses obligations. Alors évidemment, il faut un cadre réglementaire là-dessus, mais c'est là-dessus qu'une fois que la situation est claire pour un acteur, bah, il va se dire, bah voilà, je dois mettre ça en place. Parce que repense à ce que je t'ai dit tout à l'heure, quand je t'ai dit que on voit des sociétés d'échange qui étaient utilisées pour blanchir d'argent d'escroquerie et qui d'un seul coup ne le sont plus du tout. Et donc, bon, moi j'en ai déduit qu'ils ont fait ce qu'il fallait en interne pour que ça passe plus chez eux. Et bien ça, on voit bien qu'en mettant en place des actes qui sont pas forcément liés à une obligation réglementaire ni à de la régulation, ben on va avoir une efficacité sur le terrain de la lutte contre les escroqueries. Et ça va dépendre d'une volonté humaine, d'une volonté qu'il va y avoir au sein de ces sociétés. Et pour moi, le meilleur moyen de susciter ou de déclencher cette volonté, bah, c'est d'avoir une responsabilisation et une menace d'être mis en cause par des personnes qui ont eu à souffrir du fait que ce genre de choses n'était pas mis en place. Alors, c'est un chemin général. Alors, je sais que mes paroles vont ouvrir plus de débats et peut-être une boîte de Pandore que apporter des réponses. Mais à mon avis, c'est, je pense, la seule voie qui est techniquement efficace pour lutter contre les escroqueries, plutôt que s'en remettre à une réglementation ou à une régulation qui, déjà de fait, va être en décalage avec l'escroquerie. Alors, va être en décalage parce que l'escroc, déjà par définition, il a une longueur d'avance sur la régulation et la réglementation, parce que déjà, une réglementation, une régulation, ça se met pas en place en un claquement de doigts, ça prend du temps à s'implémenter, à se construire, à se réfléchir et à se déployer. Et également, euh, euh, les escrocs qui ne sont pas capables d'avoir cette longueur d'avance, bah, c'est eux qui se font attraper. Ils sont plus là en fait. Donc de fait, les escrocs qui sont là, c'est ceux qui ont la capacité d'être plus rapides que la justice, de courir plus vite que les policiers. Et donc on va avoir une espèce de sélection naturelle
on va se retrouver avec des escrocs qui ont les meilleures jambes possibles, parce que c'est eux qui courent le plus vite. Donc, Oui. et pour moi, la réponse, bah, c'est pas d'avoir une réglementation, une régulation qui finalement va avoir comme effet bah, de renforcer les muscles des escrocs et les pousser à être de plus en plus méchants et de plus en plus efficaces à courir vite. Mais pour moi, la solution, c'est d'avoir quelqu'un qui court aussi vite, et en responsabilisant les acteurs, ben, on va mettre en place des personnes qui ont une activité tout à fait normale, mais qui vont mettre en place des stratégies pour éviter que leur activité soit utilisée ou dévoyée pour être utilisée comme outil ou moyen de blanchiment. Et donc là, on va aussi développer leurs muscles et ils vont se mettre à courir aussi vite que les escrocs. Ça, selon toi, par plutôt le côté justice, en fait, Alors, de le la côté chose et non justice, l'obliger. Oui. oui, plutôt le côté justice, effectivement. Ouais, Parce qu'il existe déjà des réglementations. Moi, je pensais à Dora, par exemple, qui oblige voilà, les acteurs à prendre, on va dire, au sérieux toute la partie cyber aussi qu'on n'a pas forcément abordé, mais qui existe aussi, qui peut permettre d'extorquer des fonds. Euh, mais donc là, ce que tu proposes, c'est qu'il y ait en plus de ça, en fait, dans les décisions de justice, le fait que, bah, par exemple, les plateformes soient aussi mises en cause lorsque leur plateforme est utilisée pour, on va dire, escroquer des personnes. Alors oui, sachant qu'on est sur une position un petit peu différente, parce qu'en fait, au bout d'un moment, on se rend compte que cette réglementation, cette régulation, donne aussi, euh, euh, peut se retourner contre la victime. C'est-à-dire qu'on peut avoir un acteur qui va être là en train de dire, oui, mais moi, j'ai respecté toutes les obligations de ma réglementation. Ok, Donc je ne donc peux pas être mis en cause. Voilà. Et c'est là où on se dit, oui, mais d'accord, mais alors, peut-être on va se rendre compte qu'il y a un trou dans la raquette de la réglementation, et c'est là où on va se dire, mais il faudra mettre en place toute la stratégie pour modifier cette réglementation, l'améliorer, et on est dans une course de vitesse avec l'escroc. Alors que si on est, par exemple, sur une situation de principe où l'opérateur doit s'assurer dans la limite du raisonnable qu'il empêche des opérations d'arriver, sans forcément préciser le périmètre, on voit que des opérateurs qui ont cette volonté arrivent à le faire. Sans forcément que ça passe par la case justice, sans forcément que ça passe par la case réglementaire, et on voit qu'il y a, pas dire une responsabilisation, enfin pas dire une maturation du monde qui d'un seul coup décide de devenir vertueux, mais on est dans une dynamique qui, à mon avis, est plus efficace et plus rapide dans la lutte contre les escroqueries. ça marche. Pile avant l'interview, j'ouvre ma boîte LinkedIn et je vois un message et je me suis dit, ah tiens, ça tombe bien, je vais leur en parler pour avoir un cas d'usage concret et on va dérouler comme ça où est-ce que cette personne essayait de m'emmener et comment se protéger contre ce genre de choses. Je vais vous partager le message, ça m'a fait sourire. Hop là, est-ce que vous voyez? Pas encore. Oui. Oui. Alors du coup, cette Rosaline Wetbury Moore, responsable investissement PME, qui m'écrit aujourd'hui même, hein, donc hello Elodie, on a commencé à étudier le potentiel d'investir dans SkyWallet, c'est le nom de mon entreprise. Dans le cadre de notre batch de financement, à première vue, vous correspondez à nos critères. Sur quel numéro puis-je vous joindre pour échanger à ce sujet? On vient de closer semaine dernière des financements pour 5 entreprises sur des montants de 20K à 2 millions. Est-ce que je suis pas en train de rater l'opportunité de ma vie en ne répondant pas à cette personne? Eh ben, bonne question, hein. Très bonne question, hein. Voilà, mais c'est magnifique. Quelqu'un qui veut te donner jusqu'à 2 millions d'euros, mais voilà, elle est pas belle la vie. Non, mais alors ça, on est typiquement dans ce qu'on peut appeler l'arnaque au financement, en fait, où on se dit, mais déjà, on peut être on peut avoir envie de cliquer dans le sens où on se dit, mais on me demande pas d'argent, au contraire, quelqu'un veut m'en donner.
Et donc derrière, on peut imaginer plusieurs choses. On peut imaginer déjà rentrer en relation, et ça peut être un moyen de siphonner des données personnelles ou voir un carnet d'adresses pour après renvoyer des demandes ailleurs. Première possibilité. Deuxième possibilité, ça peut être une stratégie un peu astucieuse mise en place pour être utilisée comme mule, où faut repenser à la discussion précédente, d'avoir des flux un petit peu douteux, et il peut y avoir des contreparties en disant bon alors on va faire un financement de 20 000 euros, par contre il faut recevoir 200 000 et il faut renvoyer 180 000, vous gardez 2 000, enfin voilà, des magouilles un petit peu obscures de ce type-là. Ou alors de demander de créer une société, de donner sa signature pour différentes choses, et finalement l'argent n'arrive jamais, par contre la société est réellement utilisée pour des choses assez obscures. Ou alors ça peut être, bah voilà, l'argent est prêt, par contre vous comprenez on ne prête pas de l'argent, c'est comme pour acheter une maison, on va pas donner 100%, il faut un apport personnel, mais il faut valider l'apport personnel, et l'apport personnel de 50 000, bah, il doit être mis sur tel compte, qui est un compte séquestre, qui va très bien, et voilà, l'IBAN, on envoie l'argent, et derrière, plus de son, plus d'image. Donc ça, c'est globalement ce qui peut se passer derrière. Mais bon, je me dis là, quand même, c'est un peu mal fait parce que ils auraient peut-être dû rajouter une étape d'étude d'un quelconque dossier, parce que là, promettre un Ah ben là, financement ils vont alors tout de que suite en disant bah à ouais. première vue vous correspondez. Ils vont tout de suite à l'essentiel, c'est un peu brutal, effectivement. Ouais, c'est Si dès le premier message, on en est à proposer entre 20 000 et 2 millions, bon, c'est rapide, hein. Non, non, mais en plus, on avait eu le cas, quelqu'un qui nous en avait déjà parlé, Marc, tu te souviens? Et effectivement, lui, il est allé un poil plus loin. Les gars avaient commencé à lui proposer de se rencontrer, je crois, à Milan, ou enfin, ou à Zurich. Ouais, c'était Milan, je crois. Mais il lui avait proposé de se rencontrer. Et bon, ils avaient envoyé enfin, il y avait un site où il y avait plusieurs investisseurs. Là, c'était plus axé Dubaï, les investisseurs. Et ouais, évidemment, il n'était pas allé à Milan les rencontrer parce qu'il se doutait que, enfin, il nous avait posé la question aussi, hein, comme toi, et ça sentait pas très bon, donc il n'était pas allé plus ouais, loin. En plus, là, ça voulait dire qu'il payait un billet d'avion pour y aller, et puis va savoir ce qui serait passé là-bas, hein. ouais, c'est Donc il peut c'est faire peut-être la prochaine séquestrer ou ce étape. genre Là, la de. prochaine étape, c'est peut-être qu'elle te dirait, faut qu'on se rencontre. Tiens, dans telle ville, venez on se Bah, rencontre. le futur de l'enlèvement crypto, c'est l'enlèvement sur rendez-vous, hein, donc. Ouais, c'est te donner rendez-vous effectivement. En tout cas, c'est je me suis dit bon ça ça tombe bien entre guillemets que Ah j'ai oui, ça, comme attaque vite ça j'ai parfait, hein. deux experts. Ouais. Voilà, je leur demande est-ce que voilà Rosaline n'est pas la personne que j'attendais pour devenir riche. Mm. Oui. En plus, un vendredi 13, hein. Voilà, en plus un vendredi, je fais ah tiens et ça fait penser à l'arnaque du vendredi. Ouais. Non, mais Exactement. là, t'es surtout sur le vendredi 13 en plus, donc là, c'est ton Ouais, loto, donc quoi. Tu rates ton loto. voilà, c'est ça. Voilà, vous m'avez fait rater beaucoup d'argent. Non, non, mais en tout cas, faut vraiment faire attention parce que avec la grosse disponibilité des données personnelles et l'intelligence artificielle et tout est devenu accessible, une arnaque comme ça, elle est très facile à monter maintenant, donc faut vraiment se protéger. Justement, pour arriver vers la conclusion de l'interview, quels sont les conseils que vous pouvez donner aux gens pour se protéger, que ce soit dans la crypto ou pas, mais vraiment se protéger de toutes ces arnaques qui pilulent sur Internet et partout. Bah, déjà, quand c'est trop beau, hein. Enfin, les trucs où les gens te proposent le super placement, soi-disant, qui est que réservé aux milliardaires, hein, et des super rendements hyper sécuritaires, déjà, c'est pas bon signe. Et moi, je rajouterais toujours avoir un doute. C'est-à-dire que quand on est avec la CB en main, en train de faire un paiement, ou quand on est devant son interface bancaire, en train de rentrer un IBAN, ou quand on est en train, juste avant d'appuyer sur la touche pour faire la transaction crypto, c'est là où il faut se poser la question, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Prendre un peu de recul, essayer de se refaire le film à l'envers. Et en se disant, ça, c'est le moment où je dois réfléchir au calme. C'est est-ce que j'ai de la pression?
est-ce que j'ai de la précipitation? Pourquoi je fais ça? Qui me demande? Et aussi, quand on est dans le qui me demande, c'est comment je connais cette personne. C'est comment cette personne, cette Rosaline, est rentrée dans ma vie. C'est parce qu'au bout d'un moment, je suis sûr que Rosaline, comme tous les autres, va être une très bonne amie. On va bien discuter, on va bien s'entendre, on va parler chiffon. Mais au bout d'un moment, on va se dire, mais d'où est-ce que je la connais, cette Rosaline? C'est, enfin voilà, donc Rosaline, voilà, si elle s'appelle Rosaline, évidemment pas, mais bon, elle prend pour tous les autres, hein, celle-là. Ouais, et puis après, c'est ce que tu disais, c'est que maintenant, avec tous les data leaks qu'il y a, c'est qu'en fait, quelqu'un qui aura plein d'informations sur toi, ça le rend pas légitime. Parce qu'au final, les informations, bah, elles sont dispo, enfin, facilement. Après, pour les gens qui vont un peu sur le dark web ou des choses comme ça, ils peuvent facilement les trouver. Et nous, moi, j'ai eu le cas il y a pas très longtemps, voilà, d'une arnaque au faux conseiller. La personne connaissait tout. Et ils ont fait un peu de recherche. Bon, la personne pas très maligne, enfin, pas très maligne. Après, publie sur les réseaux sociaux. Après, elle, comme beaucoup, hein. Mais du coup, tu vois que les escrocs ont un peu creusé. Et du coup, bah, ils lui ont dit, voilà, votre hardware wallet, il a été compromis à telle date sur tel lieu parce que et effectivement la personne à ce moment-là était en déplacement, je sais plus si c'était Berlin ou Barcelone, et les escrocs voilà avaient fait un peu de recherche, mais avant ça ils avaient eu de la data qu'ils avaient trouvée, et après ils ont fait un peu d'OSINT, hein, pour donc et ils l'ont eu comme ça. Donc c'est pas parce que les gens ont des infos sur toi que parce que maintenant c'est tellement facile de les trouver malheureusement que ça les rend pas légitimes. Et c'est ça qui est d'autant plus difficile, parce que tu te dis, si la personne a tellement d'infos sur toi, c'est que elle travaille réellement pour la banque, réellement pour l'exchange. Ben non. En fait, ils ont limite plus d'infos que l'exchange ou la banque maintenant, les escrocs. Parce qu'ils arrivent à croiser avec, comme l'histoire du voyage que tu citais tout à l'heure, Oui, ouais, ouais, ils c'est croisent assez les troublant. infos, donc au final, ils ont plus d'infos que l'institution, enfin l'institution financière ou autre qui est censée t'appeler. C'est ça, ils ont plus d'infos. Ouais. Donc effectivement, c'est devenu beaucoup plus facile maintenant de prétendre de connaître quelqu'un. Et puis, j'imagine du coup le canal qui est le plus privilégié, c'est le téléphone. Parce que c'est facile Oui, de... oui, mais ça n'avait jamais vraiment baissé en fait. Ça a toujours été le téléphone parce que faut la voix, faut le contact humain. Faut le Ouais. contact humain. S'il n'y a pas le contact humain, on peut pas manipuler réellement une personne par mail. Le mail, c'est un support, c'est un complément, mais le vrai contact, c'est la voix. Il faut entendre C'est la ça que je mets personne. le plus en confiance, hein, c'est d'avoir un contact, ne serait-ce qu'audio, parce qu'au final, ça reste de l'audio, hein, il n'y a pas de visio, c'est vraiment le bon vieux téléphone qui fonctionne le mieux, hein. Et même C'est sur pour les ça que Rosaline m'a demandé mon numéro de téléphone. Exactement, exactement. Et même sur les deepfakes, alors on a un petit peu de deepfake maintenant qui commence à venir dans les arnaques sentimentales, mais même là on se rend compte que c'est limité. Ça va être soit des séquences enregistrées à l'avance, et donc habilement présentées pour donner l'illusion que tout va bien, ou alors on peut avoir effectivement du deepfake en direct, ça on a eu dans un cas, et en général c'est des deepfakes de quelques secondes, c'est quelques dizaines de secondes, et la communication coupe, et voilà, on n'est pas... Et c'est juste pour faire croire que la personne existe réellement quelques secondes, et puis pareil, ils vont trouver le stratagème, j'ai pas une bonne connexion, ou je suis en vacances, ou je suis dans le réseau est pas suffisant pour la vidéo, donc c'est vraiment juste Mais quelques secondes pour la réassurance, si on peut dire ça comme ça. Mais c'est également un point à voir avec l'évolution technologique, parce qu'aujourd'hui, les deepfakes, bon, ça reste quand même pas très facile à mettre en œuvre pour des escrocs. Euh, Ça peut être mis en œuvre parce que la durée de quelques secondes, ça peut être jouable pour faire des KYC, même si il y a quand même des process anti-deepfake sur les KYC. Mais je suis quand même convaincu que l'évolution technologique va rendre le deepfake beaucoup plus facile à mettre en œuvre à l'avenir et permettrait de l'industrialiser. Mais là aussi, l'IA va aussi nous donner les outils pour lutter contre ça. Donc, c'est la technologie, c'est à la fois
Et puis c'est une C'est course. une course, c'est une course, c'est une Mmh, course. d'accord. Effectivement, quand on se projette dans 5 ans, on se dit, euh, c'est comme avant, faire un montage vidéo, ça prenait beaucoup de temps, c'était long, mais maintenant, en fait, tu as des outils où tu uploads ta vidéo, elle te fait tout le découpage et c'est prêt en quelques secondes. Donc, on imagine aussi que pour les deepfakes, ça va devenir accessible et surtout moins cher à faire. Donc, n'importe qui pourra en faire un de bonne qualité. Bah déjà, je peux prendre les exemples des sites web. Aujourd'hui, un site web avec de l'IA, on a un site web tout sympa, professionnel, en voilà, quelques minutes. Ouais, ouais, Quand on c'est a nous commencé sur là-dessus, les sites d'escroquerie, ils étaient bourrés de fautes et ça prenait quelques semaines à être mis en place et c'était un budget de plusieurs milliers d'euros pour les escrocs à chaque fois. alors que maintenant, avec Claude installé sur un Mac mini, on peut en faire à la volée autant qu'on veut. Exactement. Et tous très très nickel. Ça marche. Bah, en tout cas, merci messieurs. Moi, j'ai beaucoup appris. En plus, grâce à vous, je viens d'échapper en live à une arnaque ou alors de rater 2 millions d'euros. Mais voilà, en tout cas, je vous remercie d'être passé sur ce plateau et puis vous revenez quand vous voulez hein, pour nous raconter encore des histoires qui vont nous apprendre beaucoup de choses. Et puis, bah, je vous remercie pour votre travail. C'est bien de se dire que bah, on peut compter, on va dire, sur des entreprises comme la vôtre pour, si ce n'est retrouver notre argent, avoir un peu de soutien psychologique et des gens qui essaient de faire quelque chose. Merci à toi. Merci pour Merci. l'accueil.